Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Sonitech pour votre invitation. Pour venir vous parler de programmation concurrente et asynchrone, pardon, lapsus révélateur, et notamment du projet Loom. Alors, à l'origine, ça devait être dans le JDK 20 et 21, et puis en fait, je vais surtout vous parler de 21 et même de ce qui va se passer après, parce que le 21, il ne va pas tarder à sortir. Et donc, je pense que c'est plus pertinent de parler de ce genre de choses. Voilà, du 21. J'aurais en fait dû appeler cette présentation plutôt la fin de la programmation asynchrone, parce que l'objectif de Loom, c'est justement de pouvoir faire de la programmation asynchrone, mais pas au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire en mettant des callbacks dans des fonctions qui prennent elles-mêmes des callbacks avec des callbacks et des callbacks et des callbacks et des callbacks. Donc c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Voilà, je m'appelle José, je travaille chez Oracle, alors pas depuis très longtemps. Avant, je travaillais à l'université Paris 13, où j'ai fait la majeure partie de ma carrière. Et puis ça, c'est un ensemble de liens, voilà, avec du contenu que j'aime bien mettre sur le net. Il y en a qui est intéressant, il y en a qui est moins intéressant. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous avez vraiment envie. C'est pas une obligation. Moi, j'aime pas tellement Twitter, donc voilà. Chaque fois que je vais sur Twitter, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, Ah, c'est vrai que c'est enregistré, zut. Maintenant, tout le monde va le savoir. Avec la sortie de Java 17, donc Java 17, c'est super vieux. Hein. C'est très vieux, Java 17. Il y a des gens qui sont encore en Java 17 ? Donc ça veut dire que les restes, les autres, vous êtes avant 17 ? Non. Quels sont ceux qui sont en 11 ? Qui est en 6 ? 8 ? Beaucoup de mes utilisateurs. Mais il faut les entraîner ailleurs. Bon, donc vous savez que Java 8, c'est une version qui a 10 ans. Hein. Ouais ? Silence dans la salle. Un peu glacial. Oui, il n'est pas encore majeur, c'est vrai. Donc utiliser Java 8 aujourd'hui, c'est un peu comme si quand Java 8 était sorti, vous étiez encore en Java 5. Oui, ça vous parle ça ? Voilà. Non, la 5. Xdoclet. EJB 2.0. Il y a des gens qui se définissent comme des architectes J2E. Il n'y a que des jeunes ici, hein, c'est fou ça. Ok, si vous aimez le vidéo, si vous aimez le contenu sur Internet, il y a des gens qui connaissent Internet, oui, pardon. Donc avec l'équipe de laquelle je fais partie, donc on aime bien publier du contenu sur Internet. Et il se trouve qu'il y a des gens qui aiment bien le regarder, donc on continue. Okay, donc vous avez du contenu vidéo avec le newscast qu'on fait. Moi-même, je fais un truc qui s'appelle le Jeb Café. J'arrive à en faire une dizaine par an à peu près. Et puis j'ai un autre truc aussi que j'ai sorti il y a quelques temps, qui est peut-être un peu moins connu, qui s'appelle Cracking the Java Coding Interview. C'est des shorts, ça dure 1 minute. C'est bien parce que c'est beaucoup plus rapide à faire que le Jeb Café. C'est aussi plus rapide à regarder. Donc c'est pas mal. On a également un podcast, si vous n'aimez pas le contenu audio, qui s'appelle inside.java et dont je vais vous reparler dans un instant. Et puis on a du contenu textuel également, donc sur ce site dev.java qu'on a lancé en même temps que 17 et qui est en fait une espèce de mise à jour officielle de la documentation de la plateforme Java et qui documente déjà un certain nombre des éléments dont je vais vous parler. Voilà. Et si vous n'aimez pas la vidéo, si vous n'aimez pas l'audio et si vous n'aimez pas l'écrit, je crois qu'on ne peut plus grand-chose pour vous. C'était quoi Belmondo, ce qu'il disait dans le truc de Godard ? Ok, Inside Java Podcast, ça c'est un podcast. Moi j'adore les podcasts. Franchement, c'est ce que je préfère comme format. Après, c'est pas forcément le format le plus populaire. Il y a eu 3 épisodes sur Loom dont on va parler aujourd'hui, que je vous ai mis ici. Le dernier, il a été enregistré en janvier, donc c'est très récent. Par Thomas Langer. Thomas Langer, c'est celui qui programme Elidon, qui est donc un framework microservice développé par Oracle, et qui explique vraiment comment est-ce qu'il a refactoré Elidon sur les threads virtuels. Et notamment, il explique comment est-ce qu'il a obtenu tous les gains de performance qu'il a observés avec ces threads virtuels. Et puis les 2 autres, Ron Pressler, c'est la personne qui a été recrutée par Oracle pour faire les threads virtuels dans la plateforme Java. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle également quand il parle des threads virtuels. Voilà. On va parler de Loom. Loom, ça veut dire métier à tisser en anglais, et c'est un jeu de mots parce qu'un métier à tisser, c'est un jeu vidéo aussi, hein, mais ça c'est vraiment pour les plus vieux d'entre nous. C'était bien d'ailleurs, moi j'aimais bien ce jeu-là.
Mais ça veut dire métier à tisser, et métier à tisser, un jeu de mots, parce qu'un métier à tisser, ça permet de gérer plein de fils, et fils, ça se dit thread. Voilà. Donc Loom, ça permet de gérer plein de threads. Et apparemment, c'est un projet qui a pas mal de succès, à en juger au moins par le nombre de frameworks qui non seulement regardent ce que fait Loom, mais se mettent à l'adopter. Vous avez tous les grands frameworks, là. Vous avez Spring Boot, Vertex, Elidon, Tomcat, Quarkus, Spring normal, entre guillemets, enfin pas Spring Boot, etc. Qui en fait, on va avoir cette techno des threads virtuels, ça va être une version finale en 21, donc c'est plus de la preview ou de l'incubation. Et en fait, le jour où 21 sort, l'écosystème est déjà prêt à fonctionner sur les threads virtuels, ce qui est une vachement bonne chose, ce qui est vraiment une très bonne chose. Loom, ça part de concurrence. Ça, c'est du code, pour les architectes J2EE présents dans la salle, c'est du code Java, Java combien? Alors techniquement, c'est du Java 8 parce qu'il y a des méthodes références, mais c'est un pattern Java 5 en fait. Okay, c'est un exécuteur service, ça c'est du Java 5. Je soumets des tâches, qui sont des callables ou des runables à cet exécuteur service, et ça me retourne un future qui est un objet Java 5 également. Donc c'est un pattern, on est en 2023. Java 5, c'est 2004. C'est un pattern qui a 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'on fait de la programmation concurrence comme ça, en Java. Alors on a les computable futures également, ça mène des trucs pas mal. C'est bien parce que personne ne comprend comment ça marche, computable future. Alors que ça, il y a encore quand même quelques personnes qui arrivent à comprendre comment ça marche. Cet exécuteur service, c'est un pool de threads. Je lui soumets des tâches, elles vont dans une file d'attente. La tâche, elle est donnée à un thread qui est dispo, qui l'exécute, ça me rend un future. Quand je fais get sur le future, ça me retourne le résultat de la tâche. Éventuellement, une exception. Ce pattern-là, qui est simple, il y a 4 lignes, il pose 2 problèmes. C'est quoi le premier problème qu'il pose? On ne connaît pas l'ordre des exécutions. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire de l'ordre des exécutions? Des fois, oui. Ouais, mais j'aurais très bien pu soumettre le read name avant read image. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais. Ah, il est bloquant! Ah, il est bloquant! Et bloquant, c'est mal. Ça fait 10 ans qu'on vous le répète, donc je pense que vous l'avez bien compris maintenant. C'est mal de bloquer. Pourquoi c'est mal de bloquer? Parce que pendant ce temps-là, on ne fait rien d'autre. Et alors? L'OS, il peut toujours faire d'autres trucs, lui. C'est pas mal de bloquer. C'est mal de bloquer un thread plateforme. Parce qu'un thread plateforme, il n'aime pas qu'on le bloque. Et qu'est-ce que ça donne, le fait d'empêcher de bloquer un thread plateforme? Ça donne les solutions qu'on connaît à base de computable future, etc. Où en fait, on va s'arranger pour donner des tâches non bloquantes à nos threads, de sorte de ne pas les bloquer. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose qui ne va pas non plus dans ce code, qui est embêtante. Pardon? Ah, tu aimerais avoir un moyen d'enchaîner les callbacks. Oui, mais moi, j'aime pas les callbacks. Oui, mais moi, j'aime pas les callbacks. Je veux pas faire de callback parce que c'est pas du code qui est beau, c'est du code qui est illisible. Voilà, c'est du code. J'ai un exemple avec des callbacks. Voilà, c'est du code comme ça. Je comprends pas ce que ça fait. Et personne ne comprend ce que ça fait. Et personne ne sait comment ça marche. C'est encore pire. Le problème, c'est que si f1.get jette une exception, qu'est-ce qui se passe sur le f2.get? Et ça rejoint la remarque de tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ordre des choses peut se dire il n'a pas d'importance. En fait, il a un petit peu une importance. C'est que si le f1.get plante, le f2.get, il n'est jamais appelé. Parce que f1.get et f2.get sont exécutés dans le même thread. Et donc, si je casse le thread avant que f2.get soit appelé, f2.get n'est jamais appelé. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème dans la lecture du nom? Là, en l'occurrence, c'est readName, peu importe, pour être autre chose. Qu'est-ce qui se passe si readName, par exemple, prend jamais la main? Si readName ne prend jamais la main, j'ai un des threads de mon exécuteur service qui sera non dispo pour aucune autre tâche. J'ai un thread en l'air qui est mort, qui fait des trucs, je ne sais pas bien quoi, mais qui en tout cas peut rien faire d'autre. Par contre, il continue à me coûter de la mémoire et du temps de CPU éventuellement. Je pensais avoir dimensionné mon truc aux petits oignons dans mon exécuteur service avec 5 threads, et puis en fait, j'en ai plus que 4 qui fonctionnent.
J'avais un mouton à 5 pattes, maintenant j'ai un mouton à 4 pattes. Peut-être c'est mieux, remarquez, hein, je ne sais pas. OK ? Ça vous est jamais arrivé dans une application? Vous regardez vos threads et puis, qu'est-ce qu'il fait ce thread-là là? C'est marrant. C'est pas bien. On redémarre l'appli, ah bah il est parti. Puis on revient 10 jours après, ah bah il est de nouveau là. La programmation concurrente, c'est merveilleux. Hein. Loom cherche à régler ces deux problèmes. Premièrement, première idée de Loom, on va arrêter de se dire que bloquer les threads, c'est mal. Et ça, la seule façon d'arriver à faire ça, c'est de se dire que bloquer un thread, il faut que ça coûte pas cher. Okay. Bloquer un thread kernel, ça coûte cher. OK, donc on va arrêter de bloquer les threads kernel. Et par contre, on va inventer un nouveau modèle de thread en se disant, ce thread-là, pour le bloquer, on veut que ça coûte pas cher. Alors, combien de fois pas cher que le thread kernel? Ça, c'est une vraie question et on va y répondre aussi. Et on va voir qu'il faut aller chercher un facteur qui est un peu important quand même. OK. Ce code-là, bon, il est un peu générique. Je pourrais l'écrire comme ça, ce code-là. OK, je vais me construire une requête HTTP avec du JSON, etc. Parce que maintenant, je fais du JSON. Les architectes Java, eux, on aimait bien faire du XML. Maintenant, on a inventé JSON, c'est vachement plus simple. Et quand JSON sera au niveau fonctionnel de XML, on inventera encore autre chose parce qu'on aura inventé un deuxième monstre, donc il faudra bien simplifier ça également. Et puis après, on va envoyer notre truc sur le web. Là, le getContract, là, il y a une requête HTTP dedans. Donc là, il y a du code bloquant avec des millisecondes qui vont s'exécuter. Et puis après, je vais récupérer ma réponse, je vais l'unmarshaller, je vais récupérer mon JSON, et ça, c'est à nouveau de l'exécution de code en mémoire. Okay. Finalement, quand j'écris ça, j'ai écrit 90% des requêtes HTTP qu'on fait. Hein. Voilà. En général, ça suit ce schéma-là. Si je veux l'écrire en code asynchrone, donc si je l'écris dans un thread kernel, dans un thread plateforme, effectivement, bloquer le truc, ça va coûter cher et je ne veux pas le faire. Donc, je vais arrêter d'écrire mon code comme ça. Je vais l'écrire avec un completable future et ça va me donner ça. Okay. Qui aime écrire ce genre de code? On est d'accord. Une personne sur l'ensemble de l'assemblée. Qui aime débugger ce genre de code? On est également d'accord. 0 personne. Donc, il y a une personne qui aime bien écrire des bugs et qui va les distribuer. Merci. Merci. Quel est le problème de ce code-là? Le premier problème de ce code-là. Dans ce code-là, j'ai un gros problème, dont on ne parle jamais. Hein. Le gros problème de ce code-là, c'est que je ne sais pas quel thread exécute quel lambda. On s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Parce que si on veut lutter contre les restes-conditions, on veut maîtriser ce truc-là. Et deuxièmement, si jamais je retombe dans le problème de tout à l'heure, est-ce que je n'ai pas une tâche qui va me bloquer un thread pendant des années jusqu'à ce que je redémarre mon application? Donc non, on ne s'en fout pas, je suis désolé. Si je veux écrire des tests unitaires sur ce truc-là, et si je ne veux pas de rest-conditions dans mes tests unitaires, il faut que mon test unitaire il s'exécute dans le thread qui va exécuter mes lambdas. Sinon, je vais avoir des problèmes de visibilité. Okay. Rest-conditions dans mes tests, ça veut dire qu'aléatoirement, mes tests ils vont être rouges. Et en fait, ils ne sont pas rouges, c'est juste qu'ils sont buggés. Donc non, je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne pense pas que je m'en foute. OK. Donc ce code-là, il est dur à écrire, il est dur à lire, il est dur à débugger. Enfin, il est impossible à débugger. Quoi. Débugger ça en pas à pas, c'est juste abominable. Il pose des problèmes, il est impossible à profiler. Si je veux mettre un profiler là-dessus, ce que je vais profiler, c'est mon framework, en fait. Hein, c'est pas mon code. Donc c'est très difficile de faire ça. Ce que je voudrais, c'est vraiment revenir sur ce code-là, qui est plus simple, mais qui bloque. OK. Je reviens sur ce code-là d'avant. Ce code-là, il a été développé pourquoi? Parce que chaque élément est réputé non bloquant. Plus exactement, j'ai des éléments bloquants là-dedans, mais en fait, ils ne vont être appelés que quand les données sont prêtes. Okay. Quand je fais mon getContract, ça, c'est du code. Ça, c'est un truc qui fait une requête HTTP. Mais par contre, cette requête HTTP, je vais l'invoquer et je vais réinvoquer ce truc-là uniquement quand les données en provenance du web sont prêtes. J'ai un handler qui me permet de faire ça. On va l'utiliser, ce handler, d'ailleurs, hein, dans les threads virtuels. On ne va pas le laisser tomber. D'accord? Donc, je veux revenir à un modèle comme celui-là, mais je veux régler les problèmes que ça pose. Et plutôt que de me dire, je vais découper mon traitement en petites tâches élémentaires non bloquantes, ce qui va me permettre d'utiliser un minimum de thread plateforme pour mon application et pour mon throughput, et pour avoir une utilisation CPU de 100%, je vais essayer de changer mon modèle de thread. Si je regarde ce que fait
mon CPU pendant ma requête HTTP, il fait à peu près ça. La partie verte, c'est la préparation de la requête. Ça, c'est du code en mémoire, c'est du calcul en mémoire, pardon. Ça s'exécute en nanosecondes. La partie rouge, ça, c'est le moment où mon code il part sur le net et il va chercher mes données HTTP. Et ça, ce code-là, il s'exécute en millisecondes. J'ai un facteur 1 million entre mes millisecondes et mes nanosecondes. OK ? Milli, micro, nano. J'ai un facteur 1 million. Et nanosecondes à la fin, c'est le démarchaling de ma requête HTTP. Donc ça, c'est mon code JSON, enfin c'est mon JSON que je démarchale pour faire mes objets Java. D'accord ? Et pendant tous ces millisecondes, effectivement, mon CPU, il ne fait rien. Si je veux maintenir mon CPU utilisé à 100%, j'ai un facteur 1 million entre mes millisecondes et mes nanosecondes. Pardon, j'ai un facteur 1000 entre les deux. OK ? Pardon, j'ai un facteur 1 million dans ces trucs-là. Combien de threads plateforme je peux lancer sur ma machine? Pardon, je reste là. Combien de threads plateforme je peux lancer sur une machine? Je peux en lancer quelques milliers. Okay, prenez un Mac, vous prenez un Linux avec 16 Go ou 32 Go de RAM, vous allez pouvoir lancer gentiment 4000 threads plateforme. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la mémoire qui vous limite ça. Un thread plateforme, c'est 2 mégas de RAM d'allocation upfront. Et donc, c'est ça votre limite. Donc, je peux lancer 1000 threads plateforme. OK? Ça veut dire qu'il faut que je gagne un facteur 1000 au niveau de l'exécution de mes tâches, si je fais ça. Donc, ma programmation asynchrone, il faut que mes tâches, je puisse les exécuter 1000 fois plus rapidement que ma tâche bloquante pour gagner un facteur 1 million et utiliser mon CPU à 100% du temps. Donc, ça veut dire que si je veux ne pas toucher à mes tâches, mais que je veux changer mon modèle de thread, il faut que j'optimise mes threads d'un facteur 1000 également. C'est-à-dire qu'il faut que mon nouveau modèle de thread soit 1000 fois plus performant en mémoire et en CPU que mon modèle de thread plateforme. Donc c'est le minimum à faire. Si je gagne qu'un facteur 500, je vais continuer à faire de la programmation asynchrone avec des callbacks dans des callbacks, et donc je ne vais pas résoudre le problème que je veux résoudre. Okay. Et c'est ce que font les threads virtuels de Loom. Tout simplement. Bloquer un thread virtuel avec Loom, c'est plus un problème, parce qu'un thread virtuel de Loom, c'est un thread qui consomme quelques dizaines de kilooctets au lieu de 2 mégas, et qui se lance en quelques microsecondes, au lieu de se lancer en quelques millisecondes pour un thread plateforme. Thread plateforme, c'est une ressource système, donc ça prend un temps fou à s'exécuter. Okay. Et le deuxième problème du get qui plante et qui empêche le deuxième get et qui me laisse un thread en l'air, ça, Loom va le régler avec une autre solution technique qu'on appelle la programmation concurrente structurée. Les threads virtuels et la programmation concurrente structurée, ce n'est pas des idées nouvelles, c'est des idées qui traînent depuis des années, voire plus d'une dizaine d'années pour les threads virtuels. Il y a d'autres langages qui font ça, il y a un autre langage qui fait ça, qui s'appelle Erlang. Peut-être certains parmi vous ont entendu parler de ce langage-là. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. La programmation concurrente structurée, on a ça également dans d'autres langages. Donc ça arrive en Java. OK. Et on a un modèle de thread virtuel. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Est-ce que vous allez toujours voir ce truc-là? Vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Donc, je vais revenir là. Hop. Ah ben voilà, là, vous le voyez. Ça marche bien. Hein. Oui. Voilà. Puis après, il faudra que je fasse la même chose pour revenir dans les slides. Non, c'est pas ça que je veux, camarade. Qu'est-ce qu'il me fait? Ferme-moi ça et mets-toi en mode présenteur, s'il te plaît. Voilà. C'est assez gros? Ouais. Si c'est assez gros et si vous êtes loin, mettez-vous devant, il y a plein de places. Donc pour lancer un thread, je vais retirer ce code-là pour l'instant, je vous remontrer après. Ça, c'est la façon dont je lance mes threads en Java, depuis Java 1, depuis bientôt 30 ans. Hein. Okay. Alors déjà, j'ai un nouveau modèle, j'ai une factory maintenant. Je peux faire un off platform. Puis vous voyez, je peux faire off virtual ou off platform pour créer un thread virtuel. Ça, c'est l'off platform. Voilà. Et puis là, je peux lui donner cette tâche-là en lui disant je te donne cette tâche, mais tu ne démarres pas. Okay, donc unstarted. Je pourrais faire started aussi. Et puis si je fais exactement la même chose que ça, en remplaçant par off virtual, pof,
Ça va me faire un thread virtuel. T2, et ça, c'est T2. Voilà. Et si j'exécute ce code, en faisant ça, hop. Alors, j'utilise Java 21 en principe. Tiens, oui, je n'ai même pas vérifié ça. Qu'est-ce qui va me lancer? C'est du Java 20 ou c'est du Java 21? Non, c'est du 21. C'est une version Early Access de Java 21 que je lui donne à manger. Donc là, il est content. Et vous voyez que le premier, c'est un thread normal. Voilà, il a un nom, il a un numéro, exactement comme les threads que je connais depuis 30 ans. Et puis le deuxième, je vais monter ça un petit peu. Voilà. Vous voyez que c'est un thread virtuel, il a un numéro également, mais j'ai un slash, et puis là, j'ai une référence vers j'ai le nom d'un autre thread qui exécute. En fait, un thread virtuel, c'est quelque chose qui s'exécute au-dessus d'un thread plateforme, d'accord? Et qui, en l'occurrence, appartient à un pool de threads qui est un fork join pool. Alors, ce n'est pas le même que le common fork join pool qui fait tourner vos streams parallèles. C'est un autre fork join pool. Et c'est le worker 1. Ça, worker 1, c'est le nom de ce thread à l'intérieur de ce fork join pool. Donc, un thread virtuel, c'est un thread. Premièrement, c'est un thread. Là, si vous regardez au niveau du type, c'est thread T2 égale thread virtuel. Donc, c'est un thread. Et c'est une espèce de truc qui wrap une tâche, qui peut être un runnable ou un callable, et qui s'exécute au-dessus d'un thread plateforme. Donc lancer un thread virtuel, c'est un petit peu plus coûteux que de lancer un thread plateforme, parce qu'il y a un truc en plus à faire, que je vois là. OK? Donc ça veut dire qu'il y a plein de trucs pour lesquels il ne faut pas utiliser de thread virtuel. Par exemple, les calculs en mémoire. On va voir que bloquer un thread virtuel, c'est vraiment pas cher. Mais par contre, faire du calcul en mémoire avec des threads virtuels, ça n'a aucun intérêt. Le JIT, c'est un thread plateforme. Le garbage collector, c'est un thread plateforme également. Donc ce n'est pas une panacée, les threads virtuels. Ce n'est pas fait pour faire des streams parallèles, par exemple. OK? Qu'est-ce qui se passe si je fais ce genre de choses? Là, je vais lancer, ça c'est un machin pour faire une boucle. Bon, pour l'instant, ma boucle, je fais juste un truc dedans, pas beaucoup. Et puis à l'intérieur, vous voyez, je regarde juste le premier thread que je vais lancer. Ça me lance des threads virtuels. Et puis je vais afficher le thread 0 que je lance. Et puis là, je vais le bloquer avec un slip. Et puis je vais le réafficher, en quelque sorte, le réimprimer. OK? Et puis je vais faire ça plusieurs fois. Je vais le bloquer à nouveau. Alors slip, ça ne fait pas grand-chose, mais peu importe. Je vais le bloquer une deuxième fois, et puis une troisième fois. J'ai fait des copier-coller. Et puis je vais juste lancer ce code-là. J'ai qu'un seul thread. Je ne m'attends pas à avoir des trucs zarbi. C'est quand même assez simple. Donc j'ai mon thread 22. Je le bloque qui s'exécute sur le fork join pool 1 worker 1. Donc ça, c'est son thread plateforme sur lequel il s'exécute. Il est bloqué, il revient, il est bloqué, il revient, etc. Qu'est-ce qui se passe si j'en lance 2? Ah ben là, il se passe un truc un peu bizarre déjà. Vous voyez ce qui se passe de bizarre? Il commence par s'exécuter sur un thread plateforme qui est le numéro 1 de ce fork join pool. Et puis je le bloque. Et puis après, son exécution, c'est plus sur le même thread plateforme. C'est sur un thread plateforme numéro 2. Et puis il revient sur le numéro 1 à la fin. Et si je le relance comme ça plusieurs fois, vous allez voir, ça ne va pas être la même chose. Tiens, il va même sur le 3, là. OK? Donc ce thread virtuel qui wrap une tâche, tout se passe comme s'il pouvait passer d'un thread plateforme à l'autre avant d'être bloqué et en revenant au retour de son blocage. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu en Java, enfin que personne n'a jamais vu en Java. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, une tâche qui ne fait rien, on peut la démonter de son thread plateforme. Il va bien falloir la mettre quelque part. On va voir où on la met. Et puis, une fois qu'elle n'est plus bloquée, elle revient et elle se réexécute sur un thread plateforme qui potentiellement peut être différent. Et si j'en mets 100, par exemple, là, vous voyez que ça saute 1, 11, 6, 5. Voilà. Là, ça saute vraiment très aléatoirement. Ça peut revenir sur le 1 comme ça ne peut jamais ne revenir sur le 1. OK? Alors, je vous disais, le but, c'est de pouvoir en lancer 1 million. Est-ce qu'on peut vraiment en lancer 1 million? Combien de threads virtuels est-ce que je peux lancer? J'ai déjà préparé le million, là. OK? Et de combien de threads plateforme est-ce que je vais avoir besoin pour exécuter 1 million de threads virtuels?
Donc ça, c'est des threads virtuels, ok, j'en lance 1 million. Voilà. Et puis là, je vais en fait, ça, ce read pool name, c'est un machin avec une expression régulière qui est là, qui n'est pas très belle. Ça va extraire le nom du pool de thread platform qui permettent d'exécuter ces threads virtuels. Là, je le fais pour tous les threads virtuels. Ok, ça va m'ajouter ce nom à l'intérieur de ce machin-là qui est un set concurrent. Parce que là, j'ajoute des trucs à partir d'1 million de threads. Donc, il faut faire attention. Et puis là, je vais aller chercher le nom du worker. C'est surtout le worker qui m'intéresse. Je dois savoir de combien de threads platform j'ai besoin pour exécuter mon million de threads virtuels. Bon, on va exécuter ce code-là. Alors là, si je remplaçais les threads virtuels par des threads platform, là, vous ne verriez plus rien à l'écran parce que mon PC, il aurait planté. Ça ne serait pas allé bien loin. Voilà, je fonctionne sur un laptop qui a 12 cœurs. Lancer ce million de threads virtuels, ça m'a pris à peu près 1 seconde. OK ? Donc lancer un thread virtuel, c'est de l'ordre de la microseconde. Donc c'est bien ce que je vous ai, c'est un bench avec les doigts, hein, c'est pas du tout précis comme bench. Mais bon, voilà, là c'est de l'ordre de la microseconde. En termes de mémoire, je ne suis pas parti en out of memory error. Ouf. Et il a eu besoin, enfin le système a eu besoin de 12 threads platform pour exécuter mon million de threads virtuels. Et là, ces threads virtuels, bon, ils ne font pas grand-chose, mais ils ne font pas rien non plus, quoi. Il y a 2 expressions régulières qui s'exécutent, et puis j'ai 2 add dans 2 sets concurrents. Donc j'ai également une contention qui est gérée entre ce million de threads virtuels. Si vous faites tourner ça avec des threads plateformes, c'est même pas en rêve. Hein. Déjà à la base, vous avez besoin de 2 téraoctets de RAM hein, pour lancer 1 million de threads plateformes. Donc à moins que vous les ayez, ça ne va pas marcher. Hein. OK. Donc cette techno des threads virtuels, ça permet d'avoir des threads super légers et qui règlent en fait le problème, puisque je gagne ce facteur 1000, qui vont me permettre d'avoir un CPU utilisé à 100%, même si j'écris du code bloquant pour ces threads virtuels. J'ai plus besoin d'écrire de callback dans des callbacks dans des callbacks pour utiliser mon CPU à 100% dans mes systèmes de serveurs HTTP. Alors comment est-ce que ce machin-là fonctionne ? Je vais retourner là-dedans et on va aller visiter cette méthode thread.sleep qui est là. Qu'est-ce qui fait le thread.sleep ? Bon, la méthode sleep, c'est celle-là. Il y a peut-être des gens qui font du Java Flight Recorder parmi vous ? Du JFR ? Non, personne ? Oui ? Bah ça, c'est du code pour vous, ça. Ah non, il est après, pardon. Il est après le code Flight Recorder. Oui, il est après. Non, pas du tout. Ça, c'est un événement Flight Recorder. Before sleep. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par regarder si le thread courant, c'est un thread virtuel. Bel exemple de pattern matching pour instance of. Voilà. Et puis il va faire sleep nano si c'est un thread virtuel. Si ce n'est pas un thread virtuel, il va activer son code natif. Donc sleep nano. Là, je descends dans cette méthode sleep nano qui n'est pas publique. Okay. J'ai encore un petit bout de code JFR, il me semble, à cet endroit-là. Là, j'ai un parc nano qui est affiché. À l'intérieur de ce parc nano, j'ai un truc qui s'appelle yield continuation. Et c'est là-dedans que la magie opère, parce que là-dedans, j'ai un continuation.yield qui est appelé. Continuation, c'est un objet qui est caché. Okay, son package, c'est JDK internal VM, ce qui, en d'autres termes, veut dire c'est du code interne du JDK, bas les pattes. D'accord ? Donc, vous n'écrivez pas de code qui utilise cet objet. Mais en même temps, vous n'en avez pas besoin, parce que cet objet, il est utilisé dans plein d'endroits. Et si vous voulez vraiment le faire, il y a quand même possibilité de le faire à condition de lui dire ça, voilà, à la VM, en disant « je suis en train de faire une démo, laisse-moi exécuter ce code continuation ». Qu'est-ce que c'est qu'une continuation ? Une continuation, c'est un objet qui prend un runnable et puis un scope. Alors, le scope, on va pas trop le regarder, d'accord ? Et donc là, si j'appelle la méthode run de continuation, ce qui va se passer, c'est qu'il me dit qu'il y a une illegal access error. Donc, je vais copier ça. CTRL-C. S'il te plaît, laisse-moi jouer avec l'objet continuation. Je réexécute. Merci. Et vous voyez qu'en fait, si j'appelle la méthode run, il va juste exécuter le runnable que je lui ai donné en paramètre. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du code après cette méthode run.
I'm still running. OK. Donc là, j'appelle run, I'm running, continuation yield, I'm still running. Je réexécute mon truc. Et vous voyez que là, le I'm still running, il n'a pas été exécuté. Le code qui est après le yield n'a pas été exécuté. C'est un peu comme si j'avais mis un return au milieu d'une méthode. Sauf que si je mets un return au milieu d'une méthode, là, le compilateur va me dire « ce code-là, tu ne peux pas l'exécuter, parce qu'il est après le return ». Donc c'est une erreur de compilation. Là, il ne me dit pas ça, le compilateur. Il est OK avec ce code-là. Il n'empêche que le yield, il a suspendu en quelque sorte l'exécution de ce runnable. Je vais lui mettre un autre message ici. Back. Et je vais rappeler run après. Et puis là, je vais lui dire done. Donc j'appelle run, il va exécuter ça. Yield, il va suspendre. Et là, je réappelle run après, parce qu'il va me rendre la main dans ce code-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe un truc assez magique. C'est que, vous voyez, il commence par m'exécuter ce code-là. Run m'affiche I'm running, donc cette ligne-là. Là, j'ai le yield qui s'exécute. Et là, après ça, ce n'est pas I'm still running qui est exécuté, mais c'est back qui se trouve ici. Donc le yield a suspendu l'exécution de cette continuation, a rendu la main au code qui appelait cette continuation, qui donc s'est exécuté. Et si je rappelle run derrière, ça reprend l'exécution de la continuation, mais après le yield. Tout le monde le voit? Ouais. Et donc après, j'ai le done qui s'exécute ici une fois que la continuation a terminé. C'est magique, ça. J'ai une espèce de return au milieu d'une méthode, et si je rappelle cette méthode, ça me reprend l'exécution après le return. Donc ce n'est pas un return, en fait, hein, c'est autre chose. Comment est-ce que ça peut marcher, un truc comme ça? Eh ouais, il faut sauver la pile quelque part. Il faut sauver le contexte quelque part. Il faut sauver la stack quelque part. Et c'est exactement ce qui se passe. On va revenir dans les slides. J'ai mon thread virtuel qui est en train de s'exécuter au-dessus de son thread worker, au-dessus de son worker qui est dans un fork join pool. À chaque fois que j'ai un code qui bloque quelque part dans le JDK, tout le JDK a été refactoré. Le Loom, c'est 100 000 lignes de code changées dans le JDK. C'est monstrueux. Okay. À chaque fois que j'ai un code qui bloque, et le sleep, il bloque, tout le code de Java NIO qui bloque, en fait, il y a des continuation.yield qui sont appelés, et qui vont permettre de prendre la stack du virtual thread. Donc là, on parle d'une stack qui fait quelques dizaines de kilooctets, d'un petit bout de mémoire qui n'est pas très gros. Et cette stack-là, elle va être en quelque sorte passivée dans la heap. Donc elle est sauvegardée dans la heap. OK. Donc je suis en train de faire ma requête HTTP. J'ai un continuation.yield à un moment qui va s'exécuter, au moment où je lance la requête et où j'attends les données. Le continuation.yield, ça veut dire je n'ai plus besoin de rester sur le CPU parce que là, j'en ai pour quelques dizaines de millisecondes à avoir mes données. C'est ça que ça veut dire. OK. Derrière, j'ai un handler qui est abonné aux signaux de l'OS. L'OS me dit, ça y est, les données sont là. Et à ce moment-là, ce handler, c'est le handler qui appelle en fait le continuation.run et qui va dire, ah, mais ça y est, les données sont là. J'ai besoin de me réexécuter sur le CPU. Et là, ce qui va se passer, c'est que ce bout de code va retourner. Alors en fait, il retourne dans un fork join pool. Fork join pool, j'ai une file d'attente par thread. Et quand j'ai des threads qui sont occupés à faire des trucs et d'autres qui ne sont pas occupés, qui ne font rien, ils peuvent aller piquer les jobs dans les files d'attente des threads d'à côté. Ça s'appelle le work stealing. Okay. Donc ce morceau, il peut revenir sur le thread originel, comme il peut revenir sur un autre thread. Donc le prix, rien n'est jamais gratuit. Donc bloquer un thread virtuel, ce n'est pas gratuit. Rien n'est jamais gratuit. Mais le coût de blocage d'un thread virtuel, c'est en fait le coût du déplacement d'un morceau de mémoire de quelques dizaines de kilooctets de la stack vers la heap et retour. C'est ça le coût de blocage d'un thread virtuel. Et il se trouve qu'en faisant ça, je peux lancer, là où je peux lancer 1000 threads plateforme, je peux lancer 1 million de threads virtuels. Et en fait, je n'ai plus besoin de lancer mes 1000 threads plateforme parce qu'avec 10 threads plateforme, ça suffit pour exécuter mon million de threads virtuels. Donc déjà, si je passe d'une techno asynchrone avec des threads plateforme vers une techno thread virtuelle, il est possible que j'économise de la mémoire. Ça dépend combien de threads plateforme font fonctionner
mon système asynchrone. Mais s'il y a 1 millier de threads plateformes qui font fonctionner mon système asynchrone, je vais économiser quelques gigaoctets de mémoire en utilisant les threads virtuels. OK. Donc ça, c'est la première réponse de Loom au problème du code bloquant. Maintenant, écrire du code bloquant, c'est plus un problème. OK. Vous êtes soulagés ou pas? Ouais. Il y a des gens qui sont soulagés dans la salle? Ah, c'est marrant, il y a plus de bras qui se lèvent maintenant que tout à l'heure. Alors, cela dit, il n'y a pas de miracle dans la vie. Un thread virtuel, c'est toujours un thread. Donc, ça veut dire que les problèmes de race condition, les problèmes de concurrence d'accès, les problèmes de ça, c'est les mêmes qu'avant. Bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais le fait est que c'est les mêmes problèmes qu'avant. Problème de deadlock, tout ça, c'est pareil. Okay. C'est juste qu'un thread plateforme, on passe d'une milliseconde pour le lancer et 2 mégas à 1 microseconde et quelques centaines de kilooctets. Là, j'ai mis 200 kilooctets, mais ça, c'est dans la première version. Dans les versions qui viennent, il y a des optimisations qui vont arriver qui vont permettre de gagner encore un facteur 10 sur l'occupation mémoire. Bloquer un thread virtuel, ça ne pose pas de problème. Voilà. Alors, maintenant, quel est le problème? Le problème suivant qu'on voulait résoudre, c'est le problème des threads qu'on avait en l'air. Alors, je vais vous parler d'un petit use case que j'aime bien utiliser. Vous avez besoin de travailler pour une agence de voyage. En même temps, quand on est à Montpellier, pourquoi est-ce qu'on irait voyager ailleurs? Quelque part. Je pense qu'on peut raisonnablement se poser la question. Et sur cette information, sur cette page, j'ai 2 informations, un prix et une météo. Ça, c'est le code Completable Future pour régler ce problème. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. OK. Voilà. Et encore, ce code-là, il résout une version simplifiée de ce problème. Parce que le vrai problème que je veux résoudre, c'est celui-là. Je veux interroger plusieurs serveurs de prix et prendre le meilleur, et puis plusieurs serveurs de météo. Et là, je n'ai pas la même règle. Je veux le premier qui me répond. C'est comme un DNS, ce truc-là. OK. Donc ça, écrire ça avec des Completable Future, là, franchement, bon courage. Ne croyez pas que AnyOff va vous permettre d'avoir le... Parce qu'AnyOff, il ne fait pas ce que vous pensez. Voilà. La concurrence structurée, ça marche avec des objets qui s'appellent des structureux de task scope, que je peux étendre joyeusement. Donc ce weather scope, c'est un structureux de task scope. Et l'idée, c'est que je vais soumettre des tâches à ce scope. Je vais appeler join. Le join va me rendre la main quand le scope a terminé son travail. Et après, je vais pouvoir analyser le résultat. Donc pour la météo, ça va me donner quelque chose comme ça. Le join, il y a un scope particulier qui s'appelle shutdown on success, qui va me rendre la main en fait dès qu'une des tâches a réussi, s'est exécutée correctement, et puis qui va éteindre automatiquement toutes les autres. Et puis pour la quotation, là c'est un peu plus compliqué. Il faut que je récupère toutes mes tâches et puis que je récupère le meilleur des prix. Voilà. Et puis au-dessus de ça, je vais me créer un autre scope parce que finalement j'aime bien ça, les scopes. Voilà, qui va me permettre de mixer ces 2 scopes-là et de me construire ma page. Le code le plus compliqué dans un scope à écrire, alors il a un peu changé en 21. Les scopes, c'est de la preview en 21. Avant, cette méthode, elle prenait un future. Maintenant, elle prend un objet subtask, mais qui s'utilise quasiment pareil. Un subtask, c'est une extension de supplier. Voilà. Donc, il y a la méthode get dessus. Très bien. Ça me permet de mettre mes quotations dans une collection et puis mes exceptions dans une autre collection. Et puis après, je peux les analyser avec ce genre de code. Ça, c'est du code impératif, monothread, super simple. Donc, tous les problèmes que j'avais de test unitaire avant, là, ils sont résolus, mes problèmes. Parce que ça, à tester unitairement, ce code-là, je sais faire ça depuis 10 ans. Ce n'est pas un problème. Et au final, donc, mes scopes, ils se structurent de cette façon-là. J'ai un scope pour ma page qui va me générer des sous-scopes, un pour la météo et puis l'autre pour mes devis. Okay. Quand j'éteins le scope de la page, ça éteint automatiquement le scope des devis et de ces trucs-là. Qu'est-ce qui est le plus important sur cet objet scope? Je reviens sur le slide d'avant. Pardon, sur le slide d'encore avant et sur le slide d'encore avant. Le plus important, c'est que c'est un objet qui est auto-closable. Okay. Et que là où mon exécuteur service du début, l'exécuteur service, ça contient des threads plateforme. C'est une structure qui est coûteuse à créer. Donc un exécuteur service, vous le créez au début quand vous lancez votre appli, et il vit jusqu'à la fin de votre appli.
Donc vous pouvez avoir des threads en l'air à l'intérieur, des threads dont vous ne savez plus ce qu'ils font. Et c'est ça le principal problème des exécuteurs service. Un objet scope, ça ne contient même pas de virtual thread. Les threads virtual thread, ils sont lancés à la demande. Et à la fin, quand vous fermez votre scope, le scope, il sait exactement les threads virtuels qu'il a lancés. Il va les interrompre. Tous ceux qui n'ont pas terminé leur travail, ils vont les interrompre. Ce truc-là, j'ai besoin d'une page, je crée un scope. J'ai besoin d'une autre page, je crée un autre scope. Donc le cycle de vie n'est pas du tout le même. Et parce que le cycle de vie est beaucoup plus court, j'ai plus de problème de thread en l'air, entre guillemets. Parce que quand je ferme mon scope, automatiquement, ce scope va déjà fermer tous les sous-scopes que lui-même a créés. D'accord ? Donc si je ferme mon page scope, les deux autres vont être fermés automatiquement. Et quand un scope se ferme, il fait le nettoyage de tous les threads qu'il a créés. Tout ça, ça part au garbage collector. Donc la concurrence structurée, c'est quelque chose qui permet de résoudre le deuxième problème que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire des threads en l'air si jamais j'ai une exception qui fait que le deuxième get, il n'est jamais appelé. Si jamais ce truc-là, même si le join sur mon scope, j'attends pas qu'il me rende la main, et qu'il y a un close qui n'est pas... De toute façon, quand je quitte le bloc du try with resource, puisque j'ai un try with resource, le close du scope va être appelé et il va faire le ménage. Donc ça, je résous ce problème-là. Et ce faisant, je résous un deuxième problème également, qui est le problème des threads locaux. Il y a des gens qui font des threads locaux parmi vous ? Ouais, super. Vous aimez ça ? Est-ce que vous savez qu'il y a une méthode remove sur thread local ? Tout le monde ne le sait pas. Donc vous êtes en train d'attacher des valeurs à un thread local. Le thread, il vit pendant toute votre application. Si vous ne removez jamais votre valeur, si vous ne la retirez jamais, votre valeur elle reste attachée pendant toute la durée de vie de votre application. Et n'importe qui, n'importe quel runable exécuté par ce thread peut aller les voir, peut aller les lire. Oups, j'ai entendu oups. Alors, première chose, les threads locaux sont supportés par les threads virtuels. Ça marche. Mais il faut arrêter d'en faire. C'est pas parce qu'un truc marche. Ça, c'est juste pour que vous puissiez refactorer vos applications sur les threads virtuels avec des étapes intermédiaires. Ce qu'il faut utiliser, c'est les scope values, et ça, c'est la troisième chose principale que Loom apporte. Thread virtuel, on l'a vu. Concurrence structurée, on l'a vu, on a vu pourquoi c'était là, pour plus avoir de thread en l'air. Et les scope values, c'est parce qu'on ne veut plus faire de threads locaux. Okay. Pourquoi vous faites des threads locaux ? Parce que vous voulez passer des données d'un objet, d'un endroit de votre application à l'autre, sans passer par les paramètres que vous passez à vos méthodes. Et il y a plein de contextes. Thread locaux, ça a été créé en 98. C'était le tout début de Java EE. C'était même avant qu'on parle des architectes J2E. Donc, vous vous rendez compte ? Pardon ? Ça appartient à l'OS. Et ce concept-là, c'est vous êtes dans une servlette qui est un callback, vous voulez passer une donnée à un EJB qui est un autre callback. Okay, vous ne pouvez pas passer par les paramètres de méthode parce que ce n'est pas vos méthodes. Donc c'est mort. Et puis en plus, si c'est des données sensibles, est-ce que vous avez vraiment envie de les passer à du code que vous ne maîtrisez pas ? Alors, il y a plein de gens qui ne voient même pas ce genre de problème. Mais bon, il existe quand même. Ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Donc thread locaux, voilà. Là, on fait des scope values. Alors une scope value, c'est d'une certaine façon, ça ressemble aux threads locaux, ça résout le même genre de problème. Vous commencez par créer une variable de type scope value, donc key, et cette variable, vous allez lui attacher des valeurs. Et vous attachez une valeur en même temps que vous lancez une tâche qui se trouve ici être un runnable, mais qui pourrait très bien être un callable. Okay. Et ce runnable qui est ici, lui va voir la liaison que vous avez fait avec cette variable-là. Mais c'est le seul qui va voir. Donc le scope que vous avez dit, le scope de scope value, c'est la portée de cette liaison, du fait que qui a la valeur qui 1, c'est en fait l'appel d'une méthode et toutes les méthodes que cette méthode va appeler. C'est ça le scope, c'est plus un thread. Donc on limite le scope. Si je sors de l'appel de cette méthode, c'est terminé, la liaison est détruite. OK ? Et là, je n'ai pas de thread, tout s'exécute dans le même thread. Donc c'est détaché de cette notion de thread. Pourquoi c'est détaché de cette notion de thread ? Parce que je veux que ce soit supporté par les threads virtuels. Et j'en ai plein. OK ? Je veux que ce soit détaché des threads virtuels, alors je peux les chaîner si je veux, peu importe. Je veux que voilà, c'est comme ça que je vais la lire. J'ai keysBound, key.get, bon ça on s'en fiche. Mais par contre, je ne veux pas me retrouver avec des scope values en l'air dans des threads dont je ne sais pas ce qu'ils font et quand est-ce qu'ils s'arrêtent. Donc quand vous
positionnez une scope value. Quand vous créez une liaison avec une scope value, la scope value, elle est vue dans le contexte de votre appel de méthode. Si cette méthode elle-même crée des threads plateforme à la main ou des threads virtuels à la main, ces threads-là ne voient pas cette liaison. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez merdé dans votre code et vous ne maîtrisez pas à quel moment ce thread va s'arrêter. Et donc, votre scope value, elle va être valide dans un scope en fait, qui n'est pas défini. En revanche, si vous faites un structured task scope qui a une méthode close et dont la fermeture est parfaitement définie, là, vous pouvez transmettre vos liaisons. Donc, si vous créez un structured task scope, il va voir vos scope values. Si vous créez des threads à la main, il ne les voit pas. Et la raison, c'est parce qu'un scope values, sa portée est parfaitement limitée. OK ? Scope value, c'est également une preview en 21. Vous pouvez déjà jouer avec, condition d'activer les previews. Et donc, ce sera en finale plus tard. Si vous voulez en savoir plus, ça, c'est sur les threads virtuels. C'est la JEP 4.4.4 qui est donc finale, intégrée en 21. Ça, c'est la JEP 4.5.3 sur la concurrence structurée. Donc, qui est en preview maintenant, qui était en incubator avant et qui est en preview maintenant. Ça, c'est les scope values, qui étaient en incubator avant, qui est en preview avant. Et si vous voulez tout savoir sur Loom, une seule destination, jdk.java.net.loom. OK. Loom, c'est de la balle. Et c'est plus de la preview. Et j'ai même 4 minutes pour des questions. On est d'accord ? 4 minutes ? Ouais ? Ouais, question. Merci. Merci. Vas-y, je vais répéter la question sinon. C'est bon. Test ? Ouais. Voilà, donc moi j'ai deux questions. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand dans un structured scope on tue des tâches ? Est-ce qu'on se prend un interrupteur d'exception pour faire le ménage ? Oui. Et deuxième question, c'est par rapport à tout ce qui est Reactive Stream, etc. Est-ce que ça va les supprimer, sachant que Reactive Stream apporte en plus tout ce qui est back pressure, etc. Est-ce qu'on va avoir du remplacement en fait ? Ok. Quelqu'un a une question sur les coroutines Kotlin également ? Je dis pas que j'aime ça les Reactive Stream. Moi, je trouve que c'est plutôt... le fait qu'on n'ait plus besoin de la programmation concurrente, asynchrone, fondée sur des appels de callback dans des callbacks dans les callbacks, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Peut-être pas pour vous, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup de gens, notamment ceux qui travaillent sur ce code-là. En général, ceux qui trouvent que c'est bien, ils ne travaillent pas sur ce code-là quand tu leur poses la question. Ils font travailler des gens là-dessus. Donc, effectivement, si tu as des esclaves et que tu peux les fouetter, tu trouves ça bien. Il n'y a pas de problème. La back pressure, est-ce qu'il y a des systèmes de back pressure qui sont vraiment 100% fiables et qui marchent bien ? Si par exemple, tu as 5 clients sur un même serveur qui crache des données à un certain rythme, et puis tu en as un qui commence à dire « dis donc, moi j'aimerais que ça ralentisse parce que j'arrive pas à avancer assez vite ». Qu'est-ce que vont dire les 4 autres clients ? Je sais pas, je pose la question. Bah oui, c'est ça. Donc soit ils se corrigent, et donc ils arrêtent de faire de la back pressure, soit leur back pressure n'est pas prise en compte, et ils perdent des données. Après, perdre des données, c'est pas parce que tu perds des données que tu perds des informations. Hein. Il y a plein de cas dans lesquels tu as un théorème qui s'appelle le théorème de Nyquist, qui dit que tu peux perdre des données sans perdre d'informations. Hein. Donc j'ai envie de dire, c'est le premier argument que les gens disent « Ah, mais les reactive stream, on en a besoin pour faire de la back pressure. » Ok, super. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire de la back pressure ? Est-ce que ça marche vraiment ? Et là, la conversation, elle part dans d'autres trucs. On se rend compte que ce n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Et la première question, c'était, pardon ? Ah oui, sur les interruptions. Mais tu n'as pas besoin de ça. Si tu as ton résultat, le join, il te produit un résultat. Si tu as ton résultat, tu peux faire de la journalisation dans tes tâches pour savoir si tu as des tâches qui sont buggées, qui s'exécutent mal ou quoi. Mais pour le coup, c'est un problème métier. Alors, je ne pensais pas tellement à ça, mais le coup d'interroger des multiples serveurs de météo, par exemple, oui. Une fois qu'il y en a un qui a répondu, en oui. gros, on veut arrêter les requêtes. Ça, c'est le scope qui le fait. Mais il n'y a pas une notion applicative qui doit rentrer là-dedans, c'est-à-dire que l'application sait comment arrêter le dans le cas du serveur météo, ma solution applicative, c'est je veux le premier résultat et interrompre les autres. Et ça, j'ai un scope qui me fait ça directement. Okay. Et si tu ne veux pas que ça le fasse, dans le cadre de la quotation où tu veux tous les résultats, c'est un autre scope qui te fait ça. Et qui attend que toutes tes tâches aient produit un résultat ou une exception et qui va te rendre la main à ce moment-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, il y a une autre question ? Ouais. Tu as dit au début que les complétables futurs
profiler, c'était un enfer. Ouais. Non, c'est pas l'enfer, c'est pas possible, hein, ce qui est différent. J'ai dit que le debug, c'était l'enfer. Oui, pardon. On pourra en discuter après, parce que ouais. Je pense qu'il y a des solutions pour profiler. Mais qu'est-ce que Loom apporte en termes de profiling? Est-ce que ça change la manière de profiler? Est-ce qu'on revient au même type de choses qu'avec de la programmation synchrone? Absolument. Loom, c'est de la programmation synchrone. Donc, profiler de la programmation synchrone, tu sais faire, ça marche. Et avec Loom, tu vas utiliser ces outils-là. Absolument. Ok, donc si je lance mon profiler, j'ai les mêmes types de résultats que si j'avais la programmation synchrone. Je vais avoir les mêmes stacks et ainsi de suite. La stack de Loom, elle s'arrête au niveau du thread virtuel. Tu ne vois pas la stack de la continuation, tu ne vois pas la stack du thread platform, mais tu as toute ta stack avec ton thread virtuel. Si tu veux, je te le montrerai, parce que je l'ai sur une démo. Ouais. Il y a une dernière question. Dernière question. Alors moi, je ne vais pas parler de Kotlin, mais je parle de Scala, parce que ça rappelle vachement. Oui, mais Scala, ça n'intéresse plus personne, c'est un vieux truc maintenant. Et dans cette histoire de scope, justement, il y a des Fiber là, qui sont associés avec un des scopes associés au Fiber. Ouais. Et il y a des frameworks, bon, ZIO, pas le nommer, quoi, qui permettent justement de merger après ces values de scope. Ok. C'est peut-être du usine à gaz, hein, mais savoir si ça avait été envisagé ou pas du tout. Pour quand ton scope part et pour reconstituer un scope global, quoi, à partir des sous-scopes. Honnêtement, non. Alors, l'approche de la concurrence structurée, c'est qu'un scope va générer des sous-scopes. Et ce n'est pas plusieurs scopes qui peuvent s'agréger en un scope. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu peux spawner des scopes autant que tu veux. Enfin, tu as des limites forcément, mais voilà. C'est pas, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans ce cas-là, donc je peux pas. Quand les scopes se ferment, oui. ils peuvent merger une value pour reconstituer un état. Non, ça, si tu veux le faire, il faut le faire par API et tu vas le faire en créant un scope parent au-dessus qui va faire le merge à la main. Tu n'as pas de merge automatique entre plusieurs trucs de concurrence structurée. Après, la concurrence structurée, c'est encore de la preview. Donc peut-être que ça va venir après. Mais c'est pas trop le sujet sur lequel les gens travaillent en ce moment. Les gens travaillent plutôt sur la concurrence structurée, sur le support de l'API stream, en fait, dans la concurrence structurée. Pas pour faire des streams réactifs, pour faire des streams impératifs, bloquants, normaux. Ouais. C'est terminé pour les questions? Ouais. Merci beaucoup.